يجي بس ونبتدي. تمام. اتفضل اتفضل. وضع عالي؟ يا اتفضل طبعا، اتفضل اتفضل. تحبوا نبتدي؟ Allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous souhaitez commencer? صباح الخير. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes désolés pour le retard accusé, mais il y avait des affaires logistiques à gérer et donc nous vous prions d'être patients avec nous pour cette session qui sera sous le thème du financement foncier et l'évaluation foncière. Nous aurons des sujets importants, pertinents, donc au système législatif et aux incitations en particulier qui nous permettent d'aller de l'avant avec ces sujets. L'un des sujets les plus importants dans notre région avec la croissance démographique et le besoin démographique croissant, industriel également et agricole. Il y a toujours un type d'extension ou d'étalement, mais dans plusieurs cas, il n'y a pas de prise en compte des différents besoins croissants par rapport au gouvernement en termes de planification et autres. C'est pour cela que nous voyons des modèles qui semblent aléatoires et désorganisés. Maintenant, nous allons parler de ce thème qui concerne beaucoup de nos peuples et régions. Il y a plusieurs défis auxquels nous faisons face par rapport aux services et autres. Donc, il fallait encore une fois présenter les expériences réussies de notre région aux autres et il n'est jamais facile donc de transposer les expériences réussies sur son contexte. Il faut beaucoup d'adaptation et d'aménagement et donc les services ou plutôt les activités législatives et juridiques doivent être gérées, les affaires bancaires également et politiques et c'est pour ça que nous essayons d'évaluer les expériences réussies et nous pensons à haute voix pour intégrer toutes les bonnes pratiques dans nos systèmes nationaux pour qu'ils soient en conformité, bien évidemment, avec notre contexte et assouvissent les besoins pertinents. Et donc, il y a encore une fois cette volonté que nous avons, celle d'avoir des recommandations et des propositions à appliquer à travers nos différents pays. Et puis, nous souhaitons, après cette session, lors de la session à venir, partager les expériences réussies de l'Égypte. Nous avons travaillé sur ces expériences en collaboration avec le gouvernement égyptien, toutes ces institutions et organes de coopération, notamment l'ONU Habitat en Égypte, qui sont concernés par le même sujet. Et donc, ils nous honoreront en complétant notre intervention lors de la session prochaine. Je ne vais plus tarder et donc je donne la parole à nos panélistes pour leurs interventions et par la suite, nous allons ouvrir les discussions pour ces propositions-là et recommandations. Donc, il y a plusieurs interventions, notamment M. Louay Ahmed. C'est un professeur, chercheur en doctorat à l'Université de Pékin. Il parlera de l'intégration des cadres de captation de valeurs foncières au projet axé sur le transport en commun, le développement et la promotion du financement urbain durable. M. Nazir Ahmed Ramadan aussi, professeur associé de géographie, département de géographie et de durabilité urbaine à l'Université de l'Ain aux Émirats Arabes Unis, et M. Othman Fahim, conseiller technique, consultant en administration foncière, et puis Monsieur ou Madame Shadine El Galali, conseillère principale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, partenariat GECOM-GAP, le fonds du GECOM-GAP mondial, pacte des mers.
Permettez-moi, mesdames et messieurs, de commencer par la présentation conjointe entre M. Fahim Ousmane, conseiller technique, et M. Abdelali Taous. Je vous demande, mesdames et messieurs, de vous limiter au temps qui vous est imparti, donc de 10 à 15 minutes. Comme cela, nous allons pouvoir prendre les questions et remarques de notre public. Je vous en prie, monsieur, allez-y. Donc, bonjour à tous. Donc, ma présentation va se faire en français. Donc, je remercie justement l'ensemble des organisateurs pour m'avoir invité, ainsi que Citaus justement pour la présentation de cette présentation suivante. Donc, il va se focaliser principalement sur la gestion foncière communale comme levier, à la fois pour la mobilisation des recettes, et en particulier des différentes communes, mais aussi comme levier justement de financement pour les infrastructures et équipements justement des différentes communes. Je sais pas si la télécommande. معلش لو حد من Donc, je vais entamer directement la présentation avec les principales notions de base et aussi le contexte général du cas marocain. Donc, principalement sur le cas national, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de nombreux pays, que ce soit en Afrique ou encore dans les pays arabes, on a deux gros processus justement et de réformes qui ont tracé un petit peu la structure justement de nos territoires au Maroc. Donc c'est principalement la décentralisation avancée qui a donné un rôle important, stratégique en termes de développement de nos villes. Donc il s'agit celui des communes, mais aussi le poids plus important qui a été donné et accordé à la régionalisation avancée, principalement à partir de 2011, en donnant et en accordant plus de compétences et de responsabilités justement aux collectivités, tous niveaux confondus, mais en particulier à partir des lois organiques, donc qui ont donné plus de compétences et plus de rôles, que ce soit pour le niveau régional, provincial ou préfectoral ou encore communal. Aujourd'hui, dans le contexte marocain, et c'est le cas de la plupart des municipalités dans nos pays, la commune dispose de certaines exigences et donc il s'agit principalement d'accorder des services justement de qualité et des services publics donc il s'agit principalement de la voirie, de l'assainissement, de l'urbanisme de manière générale, de la disposition et de l'allocation justement des espaces verts pour les citoyens et d'un certain nombre d'équipements et d'infrastructures de base. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de discuter un petit peu de la mobilisation des recettes donc, et de la relation qui existe entre les finances locales de manière générale et aussi quel rôle pourrait jouer justement le patrimoine communal et en particulier le foncier justement pour atteindre cet objectif. Et on bute généralement donc, sur deux principales difficultés. Donc, la première, c'est l'identification suffisante des contribuables ou bien large justement de l'assiette des contribuables. Et la seconde, c'est la bonne connaissance justement des bases de données fiscales, mais aussi foncières, qui peinent justement à être élargies dans la plupart des communes marocaines, et ça pourrait éventuellement être le cas dans la plupart des pays. Et on va terminer principalement avec la question du digital. Pourquoi ? Parce que plus tard, on va constater qu'en fait, l'un des outils qui va permettre justement de rendre perfectible justement ce levier qui est le foncier, c'est grâce à travers la digitalisation qu'on va pouvoir
maximiser en fait les retombées positives justement de ce foncier à travers bien sûr une meilleure transparence accrue vis-à-vis des citoyens, mais aussi vis-à-vis des administrations, mais aussi une meilleure prise de décision. Pourquoi? Parce qu'on aura une meilleure visibilité justement du tissu foncier qui est le nôtre au niveau des collectivités. Donc, notion basique, dans le cas marocain, justement, le foncier communal représente principalement les terrains et les biens immobiliers. Généralement, on les déclassifie en deux catégories. Donc, on a le domaine public communal qui concerne la voirie, les places, les espaces verts, les jardins publics, etc. Mais aussi, on a les domaines privés communaux qui, eux, se concentrent principalement sur les terrains non affectés et sur les biens immobiliers. Les principaux défis justement qui sont relevés dans ces différentes structures justement de domaines, donc déjà c'est le manque de recensement précis. Donc ici il y a une difficulté à la fois d'adressage mais aussi de recensement justement des terrains ou bâtiments. On a une difficulté justement de la valorisation qui est limitée et celle-ci est due justement déjà notamment locale. Le souci qui demeure en fait au niveau des communes et beaucoup moins au niveau des administrations fiscales au Maroc, c'est que pour certaines taxes qui sont gérées par l'administration fiscale, la connaissance des variables nécessitant justement le recensement ou encore la meilleure collecte justement de ces taxes est un défi qui n'est pas forcément très important, mais pour les taxes qui sont gérées par la collectivité, il y a un défi qui est celui justement de la collecte. Et justement, si on avait mis en place les outils nécessaires et suffisants pour pouvoir asseoir une cartographie justement de ces à la fois de ces biens immobiliers, mais aussi des terrains qui appartiennent à la commune, on aurait eu de meilleurs résultats, notamment en termes de fiscalité. Bien sûr, au niveau du Maroc, on a un cadre réglementaire et législatif qui nous permet justement de répondre à un certain nombre justement de défis. Donc c'est principalement les lois organiques que j'avais tantôt citées. C'est la loi sur l'immatriculation foncière, la loi sur les biens immobiliers des collectivités et encore l'arrêté ministériel conjoint pour les sommiers de consistance. Ici, les sommiers de consistance sont devenus obligatoires à partir de 2022 au Maroc parce qu'ils constituent, si vous voulez, la première étape pour pouvoir avoir une connaissance parfaite justement du patrimoine de la commune. Donc c'est un inventaire en fait de l'ensemble des biens immobiliers et terrains qui sont justement propriété de la commune. Dans ce cadre, les acteurs qui sont impliqués sont principalement bien sûr les communes parce qu'elles sont les premières concernées, mais toutefois on va constater que justement la disponibilité de l'information au niveau du foncier concerne un certain nombre justement d'autres institutions, notamment la Direction générale des collectivités territoriales, l'Agence nationale justement de la conservation foncière qui elle dispose de ces informations-là, mais aussi le soutien à la fois de la Trésorerie générale du Royaume et de la Direction générale des impôts qui eux pourraient alimenter ces bases de données pour pouvoir merger les différentes bases pour avoir une meilleure collecte justement de l'information à la fois foncière mais aussi fiscale locale. Donc, comme je disais tantôt, ces défis sont généralement autour de la question de la transparence, de la modernisation et de la coordination interinstitutionnelle justement entre ces différents acteurs. Donc, globalement, pour pouvoir justement arriver à obtenir justement des résultats pour pouvoir permettre aux fonciers d'être un levier de mobilisation des recettes fiscales locales, pas forcément de recettes fiscales, mais aussi à la question justement du domaine d'occupation temporaire, du domaine public, etc. Donc il y a un certain nombre de taxes aussi, même parafiscales, qui nécessitent une bonne connaissance justement du foncier de la commune. Et
Juste peut-être pour donner un exemple avant justement de montrer l'expérience marocaine, au sein de notre projet qui est Bonne gouvernance financière, avec laquelle on travaille à la fois au niveau régional mais aussi au niveau des collectivités, on est arrivé à mettre en place un certain nombre justement d'outils pilotes et on a eu le privilège en août dernier de faire une conférence régionale avec 9 pays d'Afrique de l'Ouest et ça nous a permis en fait de faire ressortir deux principaux constats et ce sont si vous voulez des bonnes pratiques justement qui ont été utilisées dans ces différents pays africains, dans le Maroc notamment. Le premier point, c'était lié aux bonnes pratiques liées à la digitalisation justement de ces infrastructures et des différentes plateformes liées soit à la collecte des données, soit au recensement des contribuables, soit au système d'information géographique. Et le deuxième gros bloc, et qui est très important aujourd'hui, c'est la question de la coordination entre les acteurs. Et effectivement, justement, à ce souci de mobiliser des ressources, elle ne peut le faire déjà toute seule et forcément elle est obligée d'avoir le concours justement de ces institutions et en particulier justement de l'Agence nationale de la conservation foncière. Un exemple peut-être marocain qu'on pourrait donner, c'était au niveau de Marrakech et dans d'autres pays, dans d'autres villes marocaines où on a mis en place des conventions ou bien des arrêtés gouvernementaux pour pouvoir justement partager un certain nombre de data et d'informations. La législation ne le permet pas de manière tacite et évidente, mais bien sûr, il y a certains canaux différents qui nous permettent justement de collecter cette information. Pour le cas de la ville de Berkane, par exemple, on a eu l'expérience de l'utilisation des SIG. Et donc ici, pour plusieurs raisons, non seulement la question du patrimoine, mais aussi la question de la e-taxation. Et là, éventuellement, il y a eu énormément d'expériences, notamment en termes de mise en place de systèmes d'information géographique, d'utilisation de drones et d'un certain nombre justement d'outils. Et donc du coup, pour pouvoir avoir justement un foncier bien géré, il est indispensable justement d'avoir cet ensemble de bonnes pratiques pour pouvoir justement asseoir de bonnes ressources communales pour nos communes. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue pour vous donner un petit peu l'exemple sur la digitalisation foncière communale et vous expliquer en détail cette approche. Alors, merci. Effectivement, dans la continuité de ce que mon collègue a présenté, la problématique elle était claire. Aujourd'hui, on doit mobiliser des ressources financières pour les communes à travers le royaume. Mobiliser des recettes et des ressources financières, ça nécessite maîtriser. On a vu que c'est important de maîtriser on peut dire le patrimoine foncier. Et aussi, l'objectif était clair, aussi comment transformer le patrimoine foncier au niveau de la commune à un moyen de dépense vers un moyen de mobilisation et de collecte de nouvelles ressources financières. Notre projet, en collaboration avec la GIZ, a consisté principalement puisqu'on a un intervalle de temps bien déterminé, elle a consisté un petit peu de toucher directement 8 communes au niveau du territoire du royaume et de les doter des outils pour bien maîtriser leur foncier communal. Bien sûr, il y a la première, on peut dire, solution à caractère digital moderne, c'est la mise en place des systèmes d'information géographique permettant la géolocalisation et la cartographie des actifs fonciers pour optimiser l'exploitation de la fiscalité au niveau local. Aussi, il y avait des plateformes numériques pour un petit peu bien maîtriser la collecte de l'information foncière sur le territoire communal. Et la chose la plus importante, on peut dire pour moi actuellement, sur laquelle on a beaucoup accès, c'est le sommier de consistance. Le sommier de consistance, alors, c'est quoi? C'est un registre numérique qui inventorie tous les
le domaine de la commune, aussi bien public que privé. Maîtriser ce sommier de consistance, c'est une étape très importante pour transformer la commune. C'est parce qu'il y a actuellement un cadre qui vise à transformer la commune en un simple établissement public qui consomme, qui dépense, en un établissement qui a son autonomie financière, mais d'une manière plus performante à l'échelle, on peut dire, une autonomie financière qui cadre avec les structures, on peut dire, des sociétés privées. Maîtriser le foncier, ça veut dire que je maîtrise ce que j'ai, je valorise ce que j'ai et je peux bien établir on peut dire, les plans d'ouverture comptable si je dois me transformer vers une structure qui dynamise un petit peu la production de la richesse. Alors, du coup, on a pensé à bien permettre les communes des outils techniques qui vont, à travers lesquels ils vont maîtriser leur outil, plutôt leur patrimoine. Et on a constaté, après avoir fait digitaliser le sommier de consistance ou digitaliser le domaine privé et le domaine public de la commune, qu'il y a vraiment une grande, on peut dire, divergence entre ce qui est dans le papier avec la réalité. C'est parce que on a constaté, par exemple, une commune, il inventoriait 800 ou 1000 biens privés, mais dans la réalité, ce sont des biens qui sont dévalorisés. On tombe plus ou moins, après avoir répertorié ça dans un système numérique, on tombe que la commune ne dispose que de 20 ou 30 patrimoine communal privé qui est bien, on peut dire, exploitable. Alors ça a été une étape qui a été réalisée avec 8 communes. On les a assistées d'une manière très concise. Au bout de 3 mois, on est déjà arrivé à conclure des résultats bien ciblés pour leur permettre une bonne gestion de leur patrimoine foncier communal. Alors, la deuxième étape, c'était de mettre en place des systèmes d'information géographique communaux intelligents. L'idée, c'était principalement de permettre une cartographie des actifs fiscaux au niveau de la commune. Pourquoi ? C'est parce que c'est un système d'information qui va permettre aussi bien l'identification de l'assiette fiscale. On sait bien que l'assiette fiscale, elle a toujours un caractère foncier, elle est liée à une localisation foncière. Aussi, ces systèmes d'information, ils vont permettre le recensement fiscal. Le recensement fiscal, c'est sortir sur le terrain, localiser on peut dire, de la matière taxable. Et la matière taxable, elle est principalement orientée vers le foncier. Aussi, les systèmes d'information géographique, ils vont permettre la liquidation de la taxe. Quand je dis liquidation de la taxe, c'est le calcul du montant de la taxe. Par exemple, si je veux calculer la taxe sur les terrains non bâtis, je dois connaître exactement la surface taxable de la surface non taxable. Et en fin de compte, ça va permettre de faire le suivi de paiement de la taxation. Et comme vous voyez sur ce schéma, toute la matière taxable communale, elle est pratiquement liée à on peut dire, un emplacement géographique. Et qui dit emplacement géographique, en arrière-plan, c'est une existence foncière, une parcelle foncière. Ceci nous a permis, on peut dire, de proposer à la DGCT un système d'information communal dédié pour gérer la fiscalité dans sa globalité, mais avec un noyau dur qui est le foncier communal, pour pouvoir bien maîtriser le cycle de la production de la taxe, on peut dire, en général, aussi bien une taxe foncière ou une taxe d'activité économique. Aussi bien les méthodes qui ont été, on peut dire, favorisées, c'était principalement des méthodes basées sur l'identification de la matière taxable foncière, principalement les parcelles à travers l'utilisation des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle pour détecter les terrains non bâtis au niveau du territoire de la commune. Et ça a permis, plusieurs communes, ils ont permis d'augmenter leurs recettes d'une manière significative, principalement, je cite ici les cas avec lesquels on travaille, la commune d'Agadir et de Marrakech. Aussi, on a opté pour l'utilisation des solutions, on peut dire, avancées en matière technologique pour doter les communes d'outils d'analyse et principalement le modèle CAMA. C'est une, on peut dire, prédiction des prix au niveau du foncier, au niveau de la ville pour pouvoir bien calculer la liquidation de la taxe foncière. En outre, des technologies liées avec l'IA et bien sûr les systèmes d'information géographique.
Bon, alors, pour conclure, je peux dire que le foncier, c'est un pilier stratégique pour le développement communal. C'est une ressource clé pour la commune, c'est une richesse de la commune, c'est parce que toujours le foncier, pour les élus au niveau de la commune, ils le considèrent en tant qu'une charge, mais plutôt c'est une ressource, c'est une richesse, si on arrive bien à le gérer, à le maîtriser d'une manière efficace et bien sûr à engager des politiques de son exploitation dans les meilleures conditions. Je tiens à vous remercier. Merci. شكرا جدا للسيد عثمان. Merci, Monsieur Othman Fahim. Merci, Monsieur Ali, d'avoir partagé cette expérience réussie du Maroc. Nous allons nous sommes ravis de voir que ceci inclut plusieurs parties prenantes. Dans plusieurs cas, nous voyons que la propriété immobilière est une charge, effectivement, et ce n'est pas vraiment une opportunité, mais il y avait par rapport au gouvernement des problèmes de collecte d'impositions et de taxes. Et donc, grâce aux solutions technologiques disponibles aujourd'hui, il y a une meilleure gestion des terres communales ainsi que des systèmes d'imposition. Et puis, il y a également un type de... il y a certaines opportunités pour bénéficier des terres et du foncier et cela améliore la valeur de ces terres et crée plus de richesses. Et voilà, donc il y a plusieurs questions sur la table et il y a des affaires relatives à l'application en relation avec les législations applicables. Vous avez mentionné notamment plusieurs lois et instances impliquées. Malheureusement, vous n'aviez pas assez de coordination, vous l'aviez mentionné, mais grâce à ce mécanisme implémenté maintenant, vous aviez pu aller au-delà de cette réalité et vous avez maintenant une meilleure capacité de coordination entre les différentes parties gouvernementales. Et voilà, c'est un volet très intéressant et nous voyons maintenant qu'on bénéficie de votre expertise pour plusieurs raisons. Donc, vous avez parlé des différents types de propriétés et la GISA parle de ce caractère, donc où il y a un manque de connaissances. Il y a les différents systèmes législatifs, etc. Et permettez-moi maintenant, nous allons continuer avec les présentations et par la suite donner la parole au public. Et voilà, vous allez parler de la juridiction foncière également. Monsieur Ahmed Ramadan, vous êtes avec nous, monsieur des Émirats Arabes Unis, et vous allez nous parler maintenant et intervenir. Merci, docteur. Je vais essayer de souligner la relation entre LVC et la gouvernance au Soudan. Nous allons souligner la relation entre le LVC et la gouvernance plutôt. Il s'agit de souligner la relation entre la gouvernance foncière et la capture de la valeur foncière comme un mécanisme efficace pour atteindre le développement urbain au Soudan. Et voilà, avant de parler du captage de la valeur foncière, nous avions découvert que le Soudan souffrait d'une histoire, d'un lent historique plutôt de mauvaise gouvernance qui s'étalait sur des années. Et malheureusement, il y avait un manque d'inclusion. Ce n'était pas participatif et il ne tenait pas compte des caractéristiques de la bonne gouvernance. La révolution soudanaise était un jalon de l'histoire soudanaise.
soudanaise, une quête pour la liberté, l'égalité, l'équité et la paix. Et donc les soucis de bonne gouvernance étaient mis sur table et par rapport au système de captage de la valeur foncière, c'était un outil pour les gouvernements locaux par rapport à l'échelle locale et à la gestion du foncier. Voyez-vous, le Soudan est un grand pays en termes de superficie et il y a beaucoup de localités, de gouvernements locaux qui sont responsables du financement et de la maintenance des infrastructures locales. Malheureusement, les ressources sont limitées et les fonds publics sont inadéquats. C'est pour cela que la gestion du foncier est un problème crucial au Soudan. Il y a un système de dualité, de régime foncier. Il y a également une implémentation qui n'est pas toujours efficace dans les zones agricoles. Et donc, durant ces temps-là, les terres étaient gérées par les gouvernements locaux. Et pour gérer certains problèmes financiers, nous avions élaboré le système de captage de la valeur foncière. Donc, la situation générale au Soudan actuellement, et surtout après l'urbanisation, nous sommes en train de voir un niveau d'urbanisation assez élevé. On peut parler d'une ville africaine typique où il y a de plus en plus d'urbanisation et d'exode rural, avec bien sûr une augmentation de mode informel, et aussi les autorités locales n'ont pas les capacités et les ressources pour faire face à cette urbanisation énorme. C'est une forme de logement informel et qui en fait mène vers ce qu'on appelle des infrastructures inadéquates. C'est aussi par rapport à la possibilité du gouvernement de financer les infrastructures. Donc la gouvernance efficace devient de plus en plus importante. C'est par rapport à l'allocation des terres et des ressources de l'urbanisation qui est distribuée de manière égalitaire et des communautés aussi. Donc, dans ce sens-là, on a essayé de parler de la gouvernance au Soudan, en essayant d'explorer les bienfaits de la bonne gouvernance et en essayant d'identifier les barrières et les opportunités si par exemple on utilise des mécanismes tels que le LBC. Le LVC, ça peut jouer un rôle très important dans le fait de maintenir des ressources adéquates pour le gouvernement. Et donc, par conséquent, maintenant qu'on parle aussi d'une étude de cas de plusieurs villes, notamment la ville de Khartoum, et la ville aussi de Omdurman et aussi la ville de Del Obeid, ces initiatives de mise en œuvre de l'LVC peuvent être réussies si les lois et les réglementations en vigueur fonctionnent selon différents contextes et avec une très bonne gouvernance. Donc, j'avais mentionné tout à l'heure qu'on parle de l'année 2018 parce que c'était à ce moment-là qu'on s'est tourné vers la gouvernance civile et où on était supposé avoir une certaine constitution avec un respect de la qualité, avec bien sûr des conflits un peu partout dans le Soudan qui étaient des sources d'inégalité. Donc, durant cette période, le mécanisme des LVC peuvent aussi permettre de ce qu'on appelle de travailler sur la gouvernance locale, principalement dans les problématiques liées au financement, aux infrastructures, dans des pays qui souffrent énormément de problèmes liés à la gouvernance, gouvernance notamment des terres fragmentées. Notre recherche a aussi souligné des résultats que nous avons trouvés pour la gouvernance qui continue à être de plus en plus efficace au Soudan. Le système informel de réquisition des terres continue à persister. Donc, les problématiques de gouvernance peuvent permettre d'augmenter l'équité, de faire une très bonne allocation du développement urbain dans tous les secteurs d'activité et les différentes régions du pays. Le gouvernement local souffre aussi de ce qu'on appelle des écarts de capacité. Donc, surtout en ce qui concerne
le renforcement de capacités, les technologies, la digitalisation. Donc ces choses-là vont de soi ensemble et elles arrivent suite à plusieurs éléments inadéquats. Donc, encore une fois, le fait de pouvoir renforcer la capacité institutionnelle qui va permettre de mettre en œuvre des mécanismes d'LVC, le fait aussi de travailler avec un financement public. Ensuite, nous avons aussi l'utilisation limitée de certains résultats, malgré le fait que l'LVC a été utilisé largement dans différentes régions du pays, mais la bonne gouvernance aide énormément dans la réussite de ce dernier parce que à travers notre expérience, nous avons compris que une des barrières les plus importantes, notamment pour le LVC au Soudan, malgré bien sûr les bienfaits potentiels, ensuite les résultats ont trouvé qu'il y a un ensemble de défis liés à la corruption, à la gouvernance des terres, donc le fait de une sorte le manque de transparence aussi, le manque de transactions, la redevabilité inadéquate et encore une fois, ceci a eu un impact sur les groupes marginalisés, donc notamment les défis en rapport avec la gouvernance de terrain identifiée a contribué aussi aux inégalités sociales de manière significative, surtout pour ceux qui vivent dans des arrangements informels ou bien dans des endroits qui sont périurbains. Donc les réformes administratives se sont focalisées sur le besoin urgent de modernisation de l'acquisition des terres et de l'enregistrement et de l'immatriculation aussi des termes, avec un système de titres qui permet d'améliorer la transparence et l'efficacité. En ce qui concerne de la capacité institutionnelle, donc ceci est très important aussi. Elle doit être renforcée en mettant en place des programmes de formation ciblés pour les autorités locales dans la planification urbaine, la gestion des terres, l'administration, qui sont essentielles dans la mise en place d'une workforce compétente, capable de gérer bien sûr efficacement la croissance urbaine. Et ceci se fait aussi à travers le développement de ce qu'on appelle des mécanismes LVC, donc en développant un cadre légal pour les LVC qui permet de comprendre davantage les processus, les lignes directives pour l'implémentation et qui vont faciliter la capture efficace et aussi les LVC. Il y a eu des mesures anti-corruption qui ont été mises en place, notamment le renforcement à travers des cadres de travail de redevabilité qui sont essentiels pour combattre la corruption de manière efficace, établir aussi des entités de monitoring continu. Pour ce qui est de l'engagement des différentes parties prenantes et de l'inclusion sociale, c'est aussi important parce que ça permet d'engager les communautés dans le processus de planification afin d'assurer que leurs voix sont écoutées, que leurs besoins sont bien adressés et que particulièrement pour les personnes qui viennent d'un background marginalisé. Donc, ceci va permettre de former, bien sûr, des partenariats publics-privés qui vont améliorer nettement ce dernier. Donc, pour conclure, cette étude avec pour objectif de travailler sur les différents défis de gouvernance fragmentée, sur le manque de capacité institutionnelle et les inégalités sociales pour assurer un développement urbain durable. Encore une fois, j'aimerais vous remercier pour votre présentation. Votre présentation nous a permis de comprendre ce qui se passe au Soudan, dans les différentes régions et donc ce genre de problématiques requiert bien sûr une intervention exhaustive de la part du gouvernement, notamment quand on parle du land caption value ou ce qu'on appelle
le captage de la valeur foncière, essayer de faire face à la corruption, l'importance aussi des partenariats et du travail collaboratif entre les groupes marginalisés, et ceci bien sûr va avoir des impacts importants, telle qu'a été d'ailleurs la situation pour la migration et le déplacement de ces individus qui a été fait de manière désorganisée et qui a mené vers un exode rural non structuré. Et donc, par conséquent, il y avait très peu de mécanismes et de procédures légales pour ceci. Donc, je vous remercie encore une fois pour cette présentation et j'espère que nous aurons la possibilité de parler de ceci davantage durant les questions, la session questions-réponses. Principalement avec les nouveautés aujourd'hui qui se passent dans votre pays. Et tel que je l'ai mentionné, nous voulons aussi bénéficier de vos expériences et des exemples de différents pays qui sont présents avec nous. Par exemple, donc maintenant, j'aimerais passer à la prochaine présentation qui est de Madame Shadi Al-Jilali qui travaille au niveau de la caisse pour les différents maires des différentes municipalités. Merci beaucoup, Dr Ahmed. Merci beaucoup à vous tous. Je vais parler en anglais, malheureusement, parce que j'ai préparé ma présentation en anglais. Donc, si vous le permettez, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Mon nom est Jad El Gavali. Je suis conseillère dans l'Afrique du Nord. Je travaille aussi avec le Gap Fund Partnership. J'espère qu'à travers cette présentation, je serai en mesure de souligner l'importance de la gouvernance locale dans les villes et la préparation de ce qu'on appelle notamment les PPF, les opportunités de financement pour des actions climatiques et des solutions concrètes pour la distribution des terrains. Donc, très rapidement, pour vous donner un aperçu, le GICOM comprend plus de 13 000 villes qui sont engagées et des gouvernements locaux qui représentent plus d'1 milliard de personnes. Et donc, la ville GICOM et les émissions sont en l'année 2050 seront d'environ 5,6 gigatonnes d'émissions carbone. Donc, le GICOM, tel que je l'ai mentionné, c'est une alliance interconnectée et globale aussi qui a été mise en place avec plus de 100 partenaires, sous bien sûr sa gouvernance nationale et régionale. Et donc, dans chaque région, nous avons des partenaires locaux qui sont habilités pour appliquer des méthodes et des approches qui répondent parfaitement aux besoins de chaque pays. D'un autre point de vue, le Gap Fund, qui est un fonds de financement de la ville, du climat, en fait, de la ville climatique. Donc, c'est un fonds qui a été mis en place par la Banque mondiale, par la Banque européenne d'investissement et aussi par la GIZ. Ils ont des partenariats avec le C40, le GECOM, ICLEI et CCFLA, et c'est financé par le gouvernement de Luxembourg et aussi le gouvernement de l'Allemagne. Donc, bien sûr, c'est un PPF avec une mission de donner suffisamment d'assistance et d'appui aux différentes villes afin de travailler sur l'assistance technique à un stade précoce. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur les investissements durables et permettre aux villes d'implémenter des projets SMART. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une assistance technique très précoce? Parce que plusieurs investissements sont importants pour l'année 2028, ce qui crée en fait un projet de 4,5 trilliards de dollars pour la préparation du marché. Ceci veut dire qu'on parle de 300 milliards de dollars annuellement pour les coûts de préparation,
Ceci veut dire qu'on parle de 3 à 5% du coût total du projet qui va aller jusqu'à 10% des pays émergents, des pays en voie de développement. Donc, l'appui précoce est important pour la viabilité du projet et sa durabilité. Donc, le fonds GCOM GAP a été mis en place à travers une campagne de sensibilisation sur les opportunités de GAP Fund pour les villes. Donc, il y a eu une assistance directe pour permettre aux villes de développer ce qu'on appelle des propositions de projets de qualité, avec bien sûr des ateliers, des instruments et des connaissances qui ont été partagées sur les émissions et l'analyse de résilience. Le GCOM et le GAP Fund ont servi de pont afin de permettre au gouvernement local et d'avoir des opportunités de financement climatique intéressantes. Donc, le GCAP Fund a développé aussi des ateliers, le partage aussi d'informations, la résilience pour les différentes villes afin de leur permettre de développer leurs projets. Pour ce qui est des services du GAP Fund, ce sont en fait un ensemble d'activités avec une stratégie climatique, développement d'une stratégie climatique pour des études de préfaisabilité, l'évaluation aussi climatique du potentiel en termes d'action, de plans, de stratégie et de programmes d'investissement. C'est aussi une manière de procurer un certain appui à la priorisation de certains investissements, et c'est aussi un concept de projet qui permet une très bonne conception, une bonne définition des études. Donc, le fonds GAP, c'est aussi un moyen en fait de travailler sur le support technique. C'est pour permettre aux différentes banques pertinentes de faire une très bonne implémentation après une assistance technique. Donc, tel que je l'ai mentionné, la focalisation ici, c'est principalement sur un stade précoce. Pourquoi est-ce qu'on parle de différentes facilités? Parce que c'est une distribution qui est faite selon les villes, et donc ça va jusqu'à l'étape de faisabilité, qui est un projet de préparation et qui permet d'avoir des études de faisabilité en faisant une structure de transaction pour faire en sorte à ce que ça devienne bancable pour les institutions financières et aussi afin qu'il soit implémenté par les autorités nationales. En ce qui concerne les critères d'éligibilité, donc on parle ici de l'éligibilité de la CDEAO. On parle ici des bienfaits, notamment on a besoin d'avoir une bonne propriété des gouvernements locaux dans les villes. Parfois, dans certaines villes, on a des besoins similaires, des idées similaires aussi. Ensuite, l'autorité peut venir en place pour avoir une expression d'intérêt. Par exemple, en Tunisie, il y a un projet de la part du ministère de l'Intérieur sur la diversité, sur l'efficacité énergétique dans les services publics et aussi dans l'éclairage de manière générale. Donc, pour les secteurs éligibles, nous avons ce qu'on appelle la mobilité urbaine durable, l'énergie, l'efficacité et les renouvelables, avec l'éclairage bien sûr, le refroidissement, le réchauffement aussi des différents endroits, une très bonne gestion de déchets avec une économie circulaire, une gestion des eaux usées et de l'eau de manière générale, rendre les endroits urbains beaucoup plus écologiques avec une infrastructure green ouverte et aussi une restauration des écosystèmes. Donc, c'est parti d'une idée de projet vers ce qu'on appelle un GAP Fund. En juin 2023 jusqu'à octobre 2024, les villes qui ont reçu une assistance à l'aperçu régional, comme vous le voyez ici dans la région MENA, c'est divisé entre différents secteurs. Donc, on a plusieurs idées de projets qui nous viennent directement de la mobilité urbaine, de l'efficacité et plusieurs autres secteurs. Tel que vous le voyez, le GAP Fund fonctionne à l'échelle internationale ou globale. Nous avons notamment des études de cas du Maroc, par exemple à Chefchaouen, qui est situé dans la partie nord du Maroc, et qui est populaire pour être un endroit touristique. Donc la population de la ville est de 43 000 personnes.
presque, et ceci peut aller jusqu'au double durant la période de la saison. Et donc, on a ici une gestion de déchets qui représente un défi majeur de la ville et les autorités municipales sont engagées à réduire la quantité des déchets qui sont envoyés directement à la décharge. Donc, le GovFund a développé un concept viable pour le traitement des déchets qui est beaucoup plus biologique et qui est basé sur les conditions sociales, économiques, techniques et locales de la ville qu'ils ont évaluées. Voici un exemple de projet. Le deuxième, c'était dans la ville de Fès. Et dans ce cas-là, on parle de la Banque mondiale dans la région MENA du Maroc. Ils ont développé des plans d'action climatiques. Ils ont identifié les priorités du carbone. Ils ont aussi développé une stratégie nationale pour le développement durable à tous les niveaux. Ils ont aussi développé une vision stratégique pour le changement climatique, inclure l'intervention et les projets d'investissement qui ont contribué à l'effet changement climatique. Pour ce qui est du processus d'application, il est très simple. C'est ouvert sur une base rotative. Vous pouvez bien sûr envoyer votre intérêt dans la deuxième section. N'hésitez pas de me contacter directement et de partager vos idées avec vous. Nous pouvons bien sûr vous aider, vous appuyer aussi. Et l'expression de votre intérêt doit être évaluée sur la base des bienfaits, de l'alignement aussi du projet avec les objectifs généraux et aussi l'adaptabilité du projet ou la scalabilité du projet. Donc, pour conclure avec un dernier point, c'est bien sûr clair que les partenariats sont très clairs, sont cruciaux même pour le succès du projet. Et donc, le stade précoce du Gap Fund peut être en partenariat avec d'autres organisations internationales, des autorités nationales aussi, les ONG et la société civile. Et c'est de cette manière-là que notre projet a connu un très bon succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Chagin. Je pense que c'était une présentation très importante parce que ça nous parle en fait de sujets clés qui sont en rapport avec le changement climatique. Et donc, je pense que c'est très important pour notre région arabe qui fait face à plusieurs difficultés, plusieurs changements climatiques et donc les opportunités de financement pour ce type de projet est devenue encore plus intéressante et plus abondante. Ça aide aussi à bien intégrer le tout ensemble. Donc, par exemple, nous avons plusieurs exemples. Nous avons eu des exemples par rapport à la mobilité ou autre et d'autres sujets pour lesquels nous avons de très bonnes opportunités. Donc, mais bien sûr, il y a un manque de financement, une difficulté aussi d'avoir la bonne plateforme pour suffisamment de ressources des autres parties prenantes, ceux qui participent dans l'encouragement et la réussite de ces projets à travers différentes municipalités et différentes villes dans la région arabe. Maintenant, nous allons passer à la dernière présentation qui va être faite à travers M. Louaï Ahmed qui est avec nous sur Zoom. C'est un professeur dans l'université McGill et il va commencer avec nous à travers l'explication de comment est-ce qu'on peut attribuer des projets directement à 100% pour des fins de transport. Donc, Monsieur Louaï, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, allez-y. Good afternoon. Today I will present about on ne peut pas entendre l'orateur. We can't get the voice. We can't hear anything. The interpreter cannot hear anything. On ne peut rien entendre. can hear me, but it's cutting. Not that good.
Donc, vous pouvez voir clairement ici qu'on parle de 300 000 dollars. Donc, ici, on parle d'un montant très important en financement. On peut voir clairement ici qu'on a aussi une très grande variété quant au coût de transport. Par exemple, ici, c'est pour le métro et on voit ici qu'on parle de 1 million de kilomètres à 1 milliard. Donc, nous avons une large disparité ici. Dans plusieurs cas, ça peut être moins de 100. Un autre problème, c'est par rapport en fait au transport, c'est les coûts opérationnels. Nous avons tous un problème quand on parle du coût de transport, surtout quand on a un écart entre les coûts d'opération et le transport. À Beijing seulement, et depuis l'année 2016, nous avons environ 242 milliards d'écart. Donc, est-ce que c'est un problème de planification, un problème d'ingénierie? C'est une question qui continue à être soulevée assez souvent et c'est un débat. D'un point de vue ingénierie, vous pouvez faire plusieurs choses pour faire en sorte à ce qu'on puisse trouver la solution optimale pour votre projet. Vous pouvez bien sûr être au courant de tout type de classification. Vous pouvez aussi contrôler le temps du projet. Et vous pouvez même trouver la solution optimale. Mais ce n'est pas seulement une question du coût de projet. Parce qu'il faut parler du projet, bien sûr, mais il faut parler aussi des coûts opérationnels qui changent. Et donc, ça change parce que les conditions de transport et le comportement de l'automobiliste changent de plus en plus. Donc, pour les projets, nous avons deux objectifs importants, des coûts opérationnels et des coûts de capital. Donc, le coût de capital, c'est l'utilisation des impôts. Et donc, quand on parle des coûts opérationnels, nous avons les subventions gouvernementales et les revenus que nous générons à travers la vente de tickets. De cette manière-là, on essaie de s'assurer qu'on a une très bonne mise en place et qu'on peut essayer de couvrir au maximum possible les coûts opérationnels. Le TOD est une solution financière que nous avons trouvée pour le domaine du transport parce que, par exemple, quand on applique le TOD dans toutes les théories, on va essayer de travailler de la densité du développement urbain, le transport public aussi, afin qu'on puisse contrôler les parties urbaines. Et donc, quand on le fait, on a 6 éléments clés. La densité, la conception, la destination, la diversité, la distance et la gestion de la demande. En faisant ceci, vous l'utilisez de la meilleure manière possible. Donc, en le faisant aussi, vous avez une meilleure efficacité en termes d'utilisation des terres. Et donc, est-ce stable, est-ce durable et est-ce équitable? C'est ce que nous devrions nous poser comme question. Ici, j'aimerais partager avec vous une citation importante dont le transport est différent des autres problèmes des sociétés en voie de développement parce qu'il peut devenir beaucoup plus pénible plutôt que meilleur avec le développement économique. Donc, ça ne va pas, il n'y a pas de corrélation positive, mais plutôt une corrélation négative entre le transport et le développement économique. Donc, une meilleure façon de le faire, c'est de créer une bonne utilisation des terres en même temps. Ceci nous permet d'avoir des prix de logement qui sont adéquats et aussi un accès équitable. Maintenant, nous sommes en train de faire face à ce qu'on appelle un coût de capital et des coûts opérationnels. Donc, quelle est la solution? La solution est peut-être, et c'est là que nous sommes en train de présenter un point très important, c'est-à-dire de faire une fusion entre le TOD et le MEC, Land Value Capture, ou ce qu'on appelle la valeur capturée, ça peut en fait être significatif, mais il y a eu plusieurs
discussions qui ont eu lieu sur ce sujet. Et donc, finalement, on a essayé de comprendre comment est-ce que ces théories sont reliées les unes avec les autres. Mais pour avoir un résumé, nous sommes en train de créer de la valeur avec des projets de transport et on essaie de reprendre la valeur et de la redistribuer, de créer encore une fois de la valeur. Donc, comment est-ce qu'on est en train de le faire? On le fait à travers plus d'accessibilité, avec l'utilisation d'une méthode combinée et d'une certaine densité aussi. Nous avons ce cercle qui est un cercle de financement. Donc, on peut voir ici un très bon exemple. Ce modèle est réel et c'est un modèle de propriété qui est utilisé à Hong Kong. Vous pouvez voir ici que le gouvernement donne l'MTR à la société en charge de la construction du métro une opportunité de développer ce projet avec des développeurs. Et donc ensuite, on a ce qu'on appelle un premium de terre. À travers ce cercle, on peut arriver à un financement durable. Il faut également appliquer les théories pertinentes car de cette manière, nous allons pouvoir changer les mentalités par rapport à l'utilisation foncière et créer des endroits plus adaptés. Ça, c'était pour le cas d'Hong Kong. On était passé d'une utilisation mono à une utilisation multiple. Ici, nous pouvons voir qu'en 2020, par exemple, il y avait le problème avec la pandémie et par la suite, il y avait des coûts d'opération à assumer. Et le secteur immobilier ici a vu certains arrangements de financement durable pour permettre le fonctionnement des choses. Il y a plusieurs manières pour le faire. Il y a des travaux avec les développeurs, les gouvernements et les entreprises de transport et logistique. Voilà un exemple ici de Shahan et du développement foncier. Chaque partie prenante participe d'une manière ou d'une autre. Et nous pouvons voir ceci à Shaham. Il y a les répartitions ici, donc de biens immobiliers, des entreprises, etc. Il y a les coûts des chemins de fer. Ici, vous allez voir ce qui est financé par la Banque nationale. Le TOD donne au gouvernement les surfaces requises et le gouvernement, par la suite, à travers des outils d'héritage et autres, fournit le paiement en retour à la banque après avoir procédé au captage de la valeur foncière. Bien évidemment, il y a des défis dans ce secteur à l'échelle arabe et internationale même. Parmi ces défis, il y a la définition légale du captage de la valeur financière. Mon collègue l'a abordé. Selon l'Institut de Lincoln, 80% des pays étudiés ont des cadres juridiques clairs pour le captage de la valeur financière. Il y a également les recours contre le captage de la valeur foncière, surtout pour les projets d'infrastructure. Ici, il y a un manque d'aspects techniques pour calculer le captage de la valeur foncière. Et dans la région arabe, comme vous le voyez, ici c'est en Alexandrie, en Égypte, et puis il y a des données par rapport au Qatar aussi, où ces données sont utilisées. Et je pense qu'il est important de merger les techniques pour mieux comprendre le captage. Et il y a des défis, encore une fois, techniques, il y a des défis de résilience communautaire, entre autres. Il y en a beaucoup, mais il est essentiel de traiter ces défis. Nous avons besoin de systèmes centralisés pour mieux comprendre tout ceci.
Il y a des contraintes, ou plutôt moins de systèmes centralisés. Il y a également les contraintes administratives qui font que cette gestion de ce modèle financier est difficile. Et il y a la résilience communautaire qui est entravée à cause de facteurs culturels, entre autres. Et puis, ce modèle pour le captage de la valeur foncière, ce projet est décliné sur certaines étapes. Nous commençons par la planification et l'identification sur la base d'analyses urbaines, d'études de faisabilité, etc. Il y a par la suite l'alignement politique. Et là, il faut capturer la valeur du foncier, comprendre le cadre juridique et connaître quelles terres devraient être sujettes à ce captage de la valeur foncière. Nous avons plusieurs moyens de le faire. Il y a des outils IA et autres de transport, etc., qui permettent d'identifier les terrains. Il y a l'engagement des parties prenantes, donc ici il y a les consultations publiques, etc. Et par la suite, nous avons le monitoring et l'évaluation. Ces 4 étapes peuvent être déployées et utilisées sur la base de différents outils qui permettent une meilleure collecte des taxes. Et il y a aussi la possibilité de fusionner certains modèles de transport au sein de ces relations avec le TOD. De cette manière, nous allons comprendre Nous avons alors besoin d'un bon cadre juridique, une bonne compréhension du captage de la valeur foncière et puis il faut s'assurer que tout soit clair dès le début et il faut faire participer les communautés publiques dans ces processus de fusion pour atteindre un modèle qui soutient et appuie le TOD et le captage. Voilà, merci. Merci, Monsieur Louay Ahmed. Votre intervention était très enrichissante et nous a permis de comprendre les fusions entre les développements de projets avec le captage de la valeur foncière et les différents outils ainsi que leur application. Ceci donc a des bénéfices doubles car nous voyons des projets par rapport au métro et au train, etc., des projets qui ont des coûts très chers, assez élevés. Et donc le défi vient avec les financements. Et vous avez également parlé des outils qui servent le captage de la valeur investissement y afférent. Il y a toujours de bonnes opportunités d'investissement pour ces projets et cela mène à avoir plusieurs bénéfices pour le développement urbain. Je vous remercie, monsieur, pour cette présentation. Vous avez mentionné l'expérience de la Chine ainsi que les études menées en Égypte, en Alexandrie en particulier. Plusieurs opportunités permettent effectivement à nos pays arabes d'avancer. Maintenant, nous aurons 15 minutes, mesdames et messieurs. Si vous souhaitez poser des questions, intervenir et partager vos remarques, nous allons commencer avec Dr Khalid. Je vous en prie, s'il vous plaît, veuillez lui donner un micro baladeur. Dr Khalid Abdel Halim, محافظ. Dr Khalid Abdel Halim de l'Égypte. Merci Ahmed, merci à tous ceux qui ont présenté. C'était une session très intéressante qui nous a enrichis par rapport à l'histoire, cette histoire d'utilisation des terres et à la valeur ajoutée relative à l'immobilier. Il y a 2 manières, à mon avis, pour avoir plus de valeur ajoutée. Notamment, la valeur ajoutée vient des individus et du secteur privé également. Et cela suit une certaine utilisation des moyens de transport ainsi que la facilité d'accès à la terre. Cela augmente la valeur des terres et nous, au sein des gouvernements, pourrons prendre une partie de cette valeur ajoutée des institutions du secteur privé ou des individus qui ont bénéficié de tout ceci.
Il faut toujours penser à l'infrastructure de base quand nous établissons les installations nécessaires. Il faut penser à la valeur ajoutée qui pourrait venir avec et la transportation ou le transport sont des volets intéressants. Il y a également l'alignement environnemental, l'alignement vert par rapport au développement du foncier. Ici, il faut pouvoir tirer une valeur ajoutée. Et la question qui se pose, c'est que les citoyens et le secteur privé qui développent les services et les services commerciaux et les services généraux ne peuvent estimer la valeur ajoutée qui vient de l'aspect écologique. Et là, il faut dire que la valeur est qui est-ce qui finance? Quelles institutions internationales? Si on parle par exemple du commerce de carbone, est-ce que alors les institutions qui développent le foncier en dehors des villes, que ce soit dans la commune de Kina ou autre, donc comment est-ce qu'ils agissent? Mais encore une fois, l'alignement écologique est essentiel par rapport à la planification urbaine et aux infrastructures de base ainsi qu'aux services publics. Et donc, est-ce que vous pouvez, et la question ici est la suivante, est-ce qu'il y a des moyens pour tirer cette valeur et pas de la part des partis communautaires, mais de la part des instances gouvernementales par rapport à la réduction du gaz à effet de serre? Voilà la première question. Donc, de la part du fonds GECOM, dans le contexte du partenariat. Merci, docteur. Docteur Nihal, membre de la Chambre des conseillers ou des représentants en Égypte. J'ai une remarque pour nos collègues marocains et une question pour Monsieur Chadi. Par rapport au sujet de la digitalisation et du numérique, cela est effectivement une solution à l'échelle locale pour résoudre plusieurs problématiques. Et bien évidemment, avec les nouvelles solutions technologiques, on en dépendra encore plus. Mais par rapport à la digitalisation, nous avons besoin de plusieurs informations, de plusieurs données, et peut-être que ces dernières ne sont pas disponibles à l'échelle locale. Et voilà, c'est par rapport au digital. Donc, il faut avoir les données. Nous en parlons comme étant la solution pour nos problèmes. Et vous avez mentionné la digitalisation pour augmenter les ressources locales. Mais y a-t-il une expérience que vous pouvez partager avec nous quant à l'augmentation des capacités de dépenses? Donc, parce que c'est un sujet d'intérêt pour nous. Pour Madame Chadim, nous sommes ravis de nous familiariser avec ce programme que vous avez mentionné et nous souhaitons exprimer notre intérêt encore une fois. Mais quels sont les délais pour exprimer son intérêt et qu'en est-il de la valorisation et de ces délais? Quels sont les critères d'évaluation également? Merci, docteur Nihal. Je vous en prie, monsieur, veuillez vous présenter en premier lieu. Etafat du Maroc. Ma question s'adresse à messieurs Fahim et monsieur Ali Taous concernant le projet pilote qu'ils sont en train de mener, qui est un projet très important effectivement, qui peut apporter des ressources financières importantes aux communes pour financer leur développement. Alors, je ne sais pas comment vous avez pu faire ou vous avez répondu à certains obstacles. Moi, j'en ai identifié 5. Pourquoi je les ai identifiés? Parce que simplement, j'ai mené quasiment le même projet pilote avec 7 communes au Maroc et on a fait face à 5 obstacles. Le premier, il concerne les parties prenantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la digitalisation est une solution, mais n'est pas suffisante. Ce qui est important, c'est les parties prenantes, la commune, l'agence urbaine, la commune, l'agence urbaine, le ministère de l'Intérieur, qui, eux, fournissent des données importantes. C'est-à-dire, sans plan d'aménagement, vous ne pouvez pas
calculer une taxe sur les terrains non bâtis. Sans localisation des personnes, adressage, vous ne pouvez pas adresser l'avis d'imposition. Deuxième obstacle, c'est l'interconnexion avec un certain nombre de plateformes aujourd'hui existantes. Rojas, qui va vous donner l'accès aux autorisations de construire, à la date des réceptions provisoires, date de permis d'habiter, qui sont des éléments importants dans le calcul de la taxe. Troisième obstacle, c'est celui de la réforme de la loi 3709 et 4706, qui met en place un certain nombre de dérogations. Ces dérogations qui sont autour de l'équipement d'un terrain non bâti, de certaines activités qui peuvent être exonérées et qui sont aujourd'hui la porte de sortie d'un certain nombre d'imposables, de personnes imposables qui, elles, vont pouvoir déroger à la loi. Et dernier obstacle, c'est l'adressage. Aujourd'hui, beaucoup de villes marocaines ont un défaut d'adressage et donc de localisation des personnes imposées, et donc de leur faire parvenir l'avis d'imposition. Et sans pouvoir leur faire parvenir l'avis d'imposition, on ne pourra pas effectivement faire transmettre. J'ai oublié effectivement de mentionner aussi la NCFCC comme partie prenante, parce que la NCFCC, c'est elle qui dispose du nom des propriétaires et des terrains non bâtis. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. شكرا لحضرتك. حضرتك ممكن سؤال هنا وسؤال هنا. اتفضل. بس حضرتك تعرف نفسك الأول معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. Veuillez vous présenter. Merci. Je suis Sarbas Ahmed de l'Irak et je travaille donc dans le ministère des Ressources hydriques. Ma question, ma chère collègue ici, Madame Shadia, par rapport à l'implémentation des projets relatifs au changement climatique et aux subventions qui sont relatives. Nous, au sein du ministère de l'Agriculture, avons des questions par rapport au comité et nous avons assisté l'année dernière à un forum en 2024. Nous avions assisté à un forum sur 4 axes par rapport à la gestion hydrique, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire en addition à la biodiversité. Ces derniers sont tous impactés directement par le changement climatique. Nous avons déterminé les coûts et il y avait donc différents termes de travail. Nous avions déterminé les coûts, donc des coûts qui variaient et nous avons déterminé des marges selon le projet ainsi que la durée de son implémentation. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous aider afin d'implémenter ceci en Kurdistan, en Irak? Merci. Dernière question. Moi, c'est Shaima Agdazim. Je suis chef de projet chez Arcadis en France. Et je suis à la base urbaniste. Ma question, en fait, c'est qu'on parle d'intégration en fait, de l'intelligence artificielle au niveau des outils de planification et de recherche des données. Mais en fait, comme elle a dit la dame, on parle de financement en fait. Combien coûte cette intelligence artificielle dans nos projets? C'est-à-dire que nous, par exemple, on propose ces outils à nos clients, mais quel est le coût de cette intelligence artificielle qu'on va intégrer dans la gestion de projets, et aussi comment on peut sécuriser en fait ces données-là? C'est-à-dire que on intègre l'intelligence artificielle, mais par exemple, on peut pas faire des recherches sur ChatGPT parce qu'on sait que c'est pas très sécurisé. Enfin, par exemple, donc c'est la même chose que si on intègre l'intelligence artificielle dans des outils et des données qui sont
enfin dans certains cas confidentiels. En fait, la question, comment on peut, quelle est la limite en fait de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut réglementer certaines choses dans ce genre de cas ou pas? En fait, c'est ça un peu la question. Voilà, merci. شكرا جدا لحضرتك. اسمحوا لنا. Permettez-nous, mesdames et messieurs, chers intervenants, nous allons vous demander maintenant de répondre aux questions et Madame Chedia va commencer. Il y a plusieurs sujets relatifs aux recherches menées. Il y a des recherches menées par rapport à cette utilisation et nous parlons d'intégrer le foncier, la dimension écologique et comment se passe aussi la coordination des efforts. Donc, faites-nous bénéficier de votre expertise de différents pays. Merci. Merci, Dr Ahmed. Merci, mesdames et messieurs, pour ces questions. Si j'ai bien compris votre question, sur la base de nos connaissances et par rapport à l'échelle internationale et à travers les différentes régions, nous voyons que quand le GAPFON avait mené l'évaluation primaire par rapport aux idées de projet, on se penchait sur les conditions économiques et sociales et l'impact environnemental également. Et le secteur privé est intéressé dans ces cas-là pour l'implémentation des projets. Ils apprécient les études de faisabilité et sont tout de suite intéressés. Dans la région de Stania, quand ils avaient travaillé sur la modélisation de leur business, le BRC, donc le transit de bus, ils avaient parlé à plusieurs banques, notamment la Bird et d'autres banques d'implémentation. Ils avaient partagé le modèle business et les revenus, etc., ainsi que l'impact sur la ville. Et par la suite, donc, ils avaient obtenu le financement. Maintenant, je ne sais pas si je suis en train de répondre à votre question. L'idée que nous voulons par rapport à des projets environnementaux, etc., c'est que il y a plusieurs facteurs. Il y a l'adaptation, il y a donc des fois plusieurs terres différentes et l'aspect écologique n'est pas toujours clair. Il y a d'autres projets en parallèle et nous souhaitons en savoir plus. C'est par rapport donc à la construction, par rapport à l'immobilier, des projets à caractère de bénéfice social. Et donc nous parlons d'atténuation aussi et d'un logement décent, d'un meilleur logement, d'une meilleure accessibilité, etc. Et il y a donc des résultats positifs avec ces projets. Mais permettez-moi, donc ce que j'imagine ici, c'est que l'amélioration de l'accessibilité au financement, donc nous pouvons mentionner les incitations, nous pouvons mentionner les taux d'imposition faibles, etc. Donc des facteurs qui ne viennent pas avec les modes de financement traditionnels. Voilà, c'était vers cette dimension qu'on allait, je pense. Oui, vous avez raison. Par rapport à l'adaptation climatique et par rapport aux solutions basées sur l'environnement, l'intérêt. Vous avez posé une question par rapport à l'intérêt du secteur privé quant à ceci, c'est ça. Je n'ai pas de réponse. Mais qu'en est-il des études et des projets au Kurdistan par rapport à la coordination avec le ministère de l'Agriculture et les instances chargées de l'environnement? Donc il y avait un bon nombre de projets. Donc peut-être que c'est l'opportunité pour eux pour qu'ils puissent bénéficier de vos offres.
Vous avez mené pas mal d'études de pré-faisabilité et je voudrais dire que le fonds GAP travaille sur la faisabilité. Comme je l'ai présenté, il y a des facilitations de préparation de projets qui pourraient vous aider à mener vos études de faisabilité et les étapes suivantes. Mais je pense qu'il faut que l'on communique de manière directe et par la suite, nous allons voir s'il y a des manquements au sein de votre projet. Nous vous aiderions et cela serait un plaisir. Aussi, le fonds GAP se focalise sur l'urbain. Et donc, si on parle de projets d'infrastructure larges, alors les bénéfices seront élargis, seront très grands pour le peuple. Et donc, dans ces cas-là, nous sommes partants. Permettez-moi, madame, il y a une question, docteur. Donc, vous avez parlé du délai et, entre l'expression de l'intérêt et l'aspect technique d'assistance. Nous, au fonds GAP, nous pouvons vous assister lors de 2 mois ou 3 mois par rapport à cette expression d'intérêt sur la base des infos que vous avez. Par la suite, la Banque mondiale ou la Banque de développement, une fois que le projet sera sous son égide, alors ils travailleront avec vous sur une durée d'à peu près 3 ans selon le projet. Vous avez posé une deuxième question. Oui, c'était par rapport aux critères. Donc, ils aiment voir les bénéfices climatiques. Donc, si vous avez des études déjà fournissant des données sur l'importance du projet, son impact économique et environnemental, alors cela est bon. Ils aiment voir le potentiel également donc, avec les ministères. Ils veulent voir les implémentations avec les ministères et les différents partenaires comme les agences des Nations Unies et les institutions financières. S'il y a également une cartographie des donneurs, cela est positif. Encore une fois, ils voient le potentiel de remise et l'alignement avec les priorités nationales. Si par exemple la ville a des caps ou des stratégies et que cela est aligné avec l'idée de projet, alors cela est également un critère pris en compte. Et voilà, Monsieur Ousmane, vous êtes expert avec Abdelali Taous. Vous pouvez répondre au programme d'investissement par rapport à l'intelligence artificielle tel que mentionné par notre collègue. Il y a des aspects relatifs donc à l'utilisation ou à l'exploitation de l'IA. Ici, il y a des difficultés par rapport aux données. Donc, il y a des données qui sont indisponibles et en parallèle, nous trouvons qu'il y a un manque de connaissances par rapport aux moyens, aux connaissances et aux moyens chez les populations quant à l'utilisation de ces mécanismes. On va essayer d'un petit peu donner les grandes lignes en fait de ce qu'on réalise. C'est vrai que, et vous l'avez dit, le digital est juste un outil. Donc c'est plus un facilitateur qu'une véritable réforme ou une véritable révolution numérique. Le soubassement même justement de l'utilisation du digital et son efficacité, c'est principalement le cadre réglementaire et législatif qui lui freine un certain nombre justement de process sur lesquels nous-mêmes d'ailleurs on travaille sur l'expérience pilote qui est la nôtre et donc du coup cet impératif de réformer et de mettre en relation les parties prenantes et un intervenant le disait tantôt justement sur la question de comment on collabore ensemble à travers des comités techniques, à travers des commissions pour pouvoir pas forcément faciliter le partage de données, mais aussi faciliter la compréhension commune. Parce que on l'a rencontré même hier durant les différentes sessions, on a constaté que quand on passe d'une administration à une autre, même si on traite de la même problématique, les enjeux ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, par exemple, le ministère de l'Habitat, si je viens et je lui pose la question, les données dont il a la disposition, à quoi ils lui servent, il va me dire, voilà, on a la planification urbaine, on a la politique de la ville, on a un certain nombre de structures à mettre en place, alors que quand je vais côté commune, au niveau local, les enjeux ne sont littéralement pas du tout les mêmes. Et là, on est plus dans une logique parfois électorale, parfois la planification qui est proposée par une commune n'est pas forcément identique ou en droite ligne
avec les grands documents de planification que sont les schémas régionaux d'aménagement du territoire, ou encore même les programmes de développement régionaux. Et d'ailleurs, l'exemple qu'avait donné notre intervenant en ligne, Dr Louaï, sur la nécessité de mettre à disposition du foncier pour essayer d'avoir une meilleure efficacité en termes de mobilité, par exemple, ou de transport. Là encore, cet enjeu, si on prend le ministère, par exemple, de l'habitat ou de l'aménagement du territoire, il a des objectifs, il a un plan d'aménagement qui est plus ou moins orienté à long terme avec la mise à disposition d'un certain nombre de fonciers. Mais la logique opérationnelle d'un élu durant son mandat au niveau d'une commune, qui est plus ou moins en fait la zone d'intervention qui est la nôtre à tous, elle n'a pas la même vision et le même intérêt à mettre en place, par exemple, une infrastructure ou une autre en fonction justement de ses considérations électorales ou même des besoins justement du citoyen qui ont été identifiés durant les diagnostics des besoins éventuels. Et donc du coup, sur la question par exemple de la dépense, effectivement, malgré qu'on a la possibilité de mettre à disposition des ressources, pas forcément fiscales, hein. Ça peut être foncière, parafiscale, l'emprunt international, le marché obligataire, ça a été l'exemple de Agadir qui a pu justement emprunter sur le marché des obligations. Tous ces six ont un même objectif, celui de mettre à la disposition ou de financer des équipements et des infrastructures. Là encore, il y a un double enjeu. Le premier, c'est est-ce qu'on met en place les infrastructures nécessaires pour atteindre justement un niveau d'équité territoriale plus ou moins identique au niveau de chaque territoire. Et là, malheureusement, on bute sur une réalité qui est justement le fait qu'on n'a pas forcément de foncier, qu'on priorise un projet par rapport à un autre, qu'on délimite suivant une orientation les zones sur lesquelles on est censé investir. Et donc du coup, tout cet enchevêtrement fait que aujourd'hui, on pourrait dire que la planification urbaine prime à travers justement un certain nombre de documents fondamentaux, qui sont les plans d'aménagement, d'urbanisme et les différents documents de planification. Mais en parallèle, on a justement ces documents de planification qui, eux, concernent les collectivités et qui font en sorte justement de trouver une synergie pour pouvoir les alimenter. On avait fait l'expérience durant le même projet, on avait fait l'expérience peut-être de Hambourg, qui est assez avancée dans ce sens. La mise en place d'un bilan d'ouverture, par exemple, pour une commune, permet d'améliorer, si vous voulez, l'efficacité de la dépense, notamment au niveau communal. Pourquoi ? Parce qu'on choisit des infrastructures spécifiques avec une durée limitée. Au Maroc, on a une certaine facilité justement à livrer les travaux, contrairement à un certain nombre de pays, dont l'Allemagne d'ailleurs. Ça nous a étonné quand on était parti sur place. Parfois, les travaux, de simples travaux d'infrastructure, pourraient prendre des dizaines d'années, voire des quinzaines d'années parfois. Et donc, du coup, cette facilité nous permet aussi de cibler nos infrastructures et, a priori, de cibler aussi la programmation budgétaire triennale de nos différentes infrastructures et équipements. Et merci. شكرا. اتفضل بس لو يعني تعليق موجز عشان الجلسه اللي بعدين على طول. Alors pour répondre aux questions toujours dans la même thématique, فقط من أجل التذكير فعلا الرقمنة هي وسيلة في حد ذاتها وليست غاية وكما يمكن. Digitalisation est un outil en tant que tel, et c'est-à-dire que quand on utilise la digitalisation, on peut l'utiliser aussi pour d'autres causes. Donc d'un point de vue pratique, dans les différentes communautés avec lesquelles, municipalités ou avec les différentes collectivités territoriales avec lesquelles on travaille, ce n'était pas seulement le cas, par exemple, avec la ville d'Agadir, mais c'était par rapport à la bonne gestion des différentes bâtisses, le travail aussi à travers ce qu'on appelle l'UIT ou ce qu'on appelle le Internet of Things, en essayant de donner une certaine orientation à la mobilité urbaine. Et tout ceci fait partie d'un ensemble d'outils de digitalisation qui fait en sorte de permettre aux projets
Cité, et vous avez fait le diagnostic qu'on a fait, ça fait à peu près 3 mois ou 4 mois, que exactement pour mettre en place des systèmes communaux efficaces, il faut avoir des intervenants, les parties prenantes qui sont bien informées, qui arrivent à mutualiser leurs informations. Il faut être aussi dans une perspective d'interopérabilité. Il y a plusieurs systèmes actuellement. Alors, c'est un système, c'est une mine d'or d'informations qu'on sous-exploite actuellement. Alors, effectivement, ça revient toujours à bien mettre en place un cadre d'interopérabilité. Et il y a aussi ce qu'on a une matière de données, une masse de données qui se trouve par-ci, par-là. Vous avez cité l'adressage. C'est une question vraiment, c'est un point noir en termes si on veut vraiment améliorer notre système fiscal. Et l'adressage aujourd'hui, nous, comment on a fonctionné en matière de données, une infrastructure de données spatiales communales. Ça veut dire pour l'adressage, voilà comment ça se doit organiser, qui va le collecter, tout en sachant que lorsqu'on a cherché au niveau de la loi marocaine, qui est responsable de la production de l'adressage, c'est la commune. Mais on ne le fait pas. Au niveau de la loi marocaine, celui qui peut produire l'adressage et le mettre à jour, c'est la commune, mais malheureusement, les communes, ils acquittent des droits et des redevances d'adressage, de numérotation, mais ils ne mettent pas en place un système d'adressage qui est bien, on peut dire, mis en place afin de pouvoir optimiser la recette fiscale. Alors, dans ce sens, nous, l'avantage qu'on avait, c'est un projet pilote qui est géré par la DGCT et dont les résultats et les inputs ils vont servir principalement pour une réforme fiscale de la fiscalité communale. C'est-à-dire tous ces inputs-là, avec toutes les recommandations que vous avez citées, ou plutôt les problématiques que vous avez citées, ils vont être mis en place pour pouvoir améliorer le cadre de gestion. Et l'objectif, ce n'est pas d'augmenter les recettes à travers les impôts ou les taxes urbains ou les taxes communaux, mais plutôt c'est de garantir l'équité fiscale. C'est ça l'intérêt. Ça veut dire aujourd'hui, il faut que les personnes, on peut dire, qui dans l'habitat économique, probablement pour les services communaux, ils vont payer moins que les personnes qui habitent dans des zones, on peut dire, résidentielles, ainsi de suite. C'est ça l'objectif principal, c'est d'avoir un système équitable. Alors, je reviens à la dernière question qui concerne aujourd'hui le risque d'utilisation de la technologie et de l'intelligence artificielle, qui risque rien, ne perd rien. Moi, à travers mon point de vue, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, avant que ça existe, il y a de l'intelligence humaine en arrière-plan. Tout d'abord, toujours aujourd'hui, le problème majeur dans l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau des communes, c'est la masse des données qui est collectée. Et on ne parle plus d'une base de données, on parle des entrepôts de données. Et gérer ces entrepôts, ça constitue vraiment un risque, soit en termes d'attaque de cybersécurité, soit en termes de sauvegarde des données, ainsi de suite. Il y a une règle au niveau de la loi marocaine, c'est la souveraineté de l'information. Ça veut dire que la donnée doit être hébergée au niveau local, pas dans des serveurs, on peut dire, à l'international. Ça, c'est la règle numéro 1. Deuxièmement, il y a des codes qui sont à travers des organismes qui veillent de sécurité informatique, qui veillent que toutes les données soient hébergées d'une manière qui respecte toutes les lois en vigueur en matière de protection de l'information et de protection de la donnée personnelle. Et en fin de compte, effectivement, l'intelligence artificielle, ça reste toujours son utilisation, ça reste toujours avec des risques qu'on doit maîtriser au fur et à mesure de leur mise en place. شكرا جدا لحضرتك واسفين على الاستعجال في Nous sommes désolés de vous avoir demandé vraiment d'être très rapide, mais nous ne pourrions pas prendre plus de questions. Merci beaucoup. Il y a eu une très bonne interaction de la part des différents participants. Merci à tous nos panélistes d'avoir répondu aux questions. Encore une fois, Monsieur Louaïm Ahmed qui a participé avec nous virtuellement, Monsieur Nadir Ramadan aussi, Monsieur Osman Fahim, Monsieur Abdallah Ali Taouz et finalement Madame Shadine El-Ghalali. Encore une fois, merci à tous les participants pour votre écoute active. Et maintenant, nous allons vous donner 10 minutes de pause et on reprend la prochaine session qui suit celle-ci dans la même salle. Merci beaucoup.